Quand Marc Lefebvre, 34 ans, le meilleur mécanicien de voitures de sport de la Côte d'Azur, fut licencié sans préavis après 12 ans de service irréprochable, il pensa que sa vie était finie. On lui avait donné 15 minutes pour rassembler ses affaires et partir, sans explication, sans gratitude, sans même la possibilité de dire au revoir à ses collègues. Mais alors qu'il traversait l'atelier avec son carton rempli d'outils et de souvenirs, une Ferrari Roma rouge flamboyante entra avec un bruit qui fit trembler les murs. Au volant se trouvait Valentine Beaumont, 32 ans, héritière d'un empire immobilier de 500 millions d'euros. Les yeux pleins de larmes et le moteur émettant un son qu'aucun autre mécanicien n'avait su diagnostiquer. Quand le propriétaire de l'atelier lui dit que le seul homme capable de sauver cette Ferrari sortait par la porte avec un carton dans les mains, Valentine fit quelque chose que personne n'attendait. Elle descendit de la voiture, courut vers Marc et l'implora de l'aider. Ce que ni l'un ni l'autre ne savaient, c'est que cette Ferrari cachait un secret qui allait changer leur vie à jamais, et que le destin avait choisi précisément ce moment pour unir deux âmes qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Si tu es prêt pour cette histoire, écris dans les commentaires d'où tu regardes cette vidéo. L'atelier Dupont et Fils occupait un pâté de maison entier dans la zone industrielle de Nice, à quelques kilomètres du célèbre circuit de Monaco. C'était le temple des voitures de sport, l'endroit où les propriétaires de Ferrari, Lamborghini et Maserati amenaient leurs joyaux mécaniques quand quelque chose n'allait pas. Les murs étaient couverts de photographies en noir et blanc qui racontaient 60 ans d'histoire, de victoires sur circuit, de clients célèbres qui avaient confié leurs voitures à des mains expertes. Marc Lefebvre y travaillait depuis ses 22 ans, quand il était entré comme apprenti avec les mains tachées de graisse et les yeux pleins de rêves. Son père avait été mécanicien avant lui, et son grand-père avant encore, dans un petit garage de province où l'on réparait des Peugeot et des Renault d'occasion. Mais Marc avait quelque chose de spécial, quelque chose que le vieux Dupont avait reconnu immédiatement. Il avait l'oreille. Ce n'était pas une façon de parler. Marc pouvait entendre un moteur et comprendre exactement ce qui n'allait pas, comme un médecin qui écoute le cœur d'un patient et perçoit chaque irrégularité. Ses collègues l'appelaient le murmureur, parce qu'il semblait parler aux machines et qu'elles lui répondaient dans un langage que lui seul comprenait. En 12 ans, il n'avait jamais fait un mauvais diagnostic, jamais rendu une voiture avec un problème non résolu, jamais déçu un client. Mais le vieux Dupont était mort 3 ans auparavant, et son fils Guillaume avait hérité de l'atelier avec des idées très différentes sur la façon de le gérer. Guillaume était un homme de 45 ans, plus intéressé par l'argent que par les automobiles, et plus attentif aux marges de profit qu'à la qualité du travail. Il avait modernisé l'atelier avec des ordinateurs et des diagnostics électroniques, embauché de jeunes mécaniciens qui coûtaient moins cher et se plaignaient moins. Commençait à rogner sur des détails que son père n'aurait jamais négligés. Marc avait supporté en silence pendant 3 ans, regardant l'atelier qu'il aimait se transformer en quelque chose qu'il ne reconnaissait plus. Il avait vu des collègues partir, les standards baisser, des clients historiques emmener leurs voitures ailleurs. Mais il était resté, par loyauté envers la mémoire du vieux Dupont, par amour du métier, par espoir que les choses pourraient s'améliorer. Ce matin d'octobre, Guillaume l'avait convoqué dans son bureau avec une expression qui ne promettait rien de bon. Marc était entré en s'attendant à l'énième discussion sur les méthodes de travail, les heures supplémentaires, la nécessité d'être plus efficace. Au lieu de cela, il avait trouvé un avocat assis à côté de Guillaume, un dossier de documents sur la table et une atmosphère de formalité qui lui avait glacé le sang. Le licenciement avait été rapide et brutal. Restructuration de l'entreprise, avait-il dit. Nécessité de renouvellement du personnel. Rien de personnel. On lui avait proposé une indemnité minimale, 1 mois de salaire par année de service, et on lui avait donné 15 minutes pour rassembler ses affaires et quitter les lieux. Marc n'avait pas protesté. Il n'avait pas crié ni menacé de poursuites judiciaires. Il avait simplement hoché la tête,
signait les documents qu'on lui mettait devant, et s'était levé avec la dignité d'un homme qui savait valoir plus que ce que les autres reconnaissaient. Il avait pris un carton dans un coin du bureau, celui qu'on utilisait pour les pièces détachées, et avait commencé à rassembler ses effets personnels. Ces outils étaient la chose la plus importante, pas ceux de l'atelier, qui appartenaient à l'entreprise, mais les siens propres, ceux que son père lui avait laissés en héritage avec le métier. Des clés à molette aux manches usées par l'usage, des tournevis aux pointes parfaitement affûtées, des instruments de précision qu'il avait achetés avec ses premiers salaires. Chaque outil avait une histoire, un souvenir, un morceau de sa vie. Tandis qu'il traversait l'atelier avec le carton dans les bras, ses collègues le regardaient avec des expressions allant de la surprise à la honte. Certains baissaient les yeux, d'autres faisaient semblant d'être occupés par leur travail. Personne ne dit rien. Personne n'osa défier Guillaume pour défendre l'homme qui pendant des années avait été le cœur battant de cet endroit. Marc était presque arrivé à la porte quand il entendit le bruit. Un rugissement reconnaissable entre tous. Le son d'un moteur V8 Ferrari qui pourtant avait quelque chose d'anormal, une note fausse que seule une oreille entraînée pouvait percevoir. Il s'arrêta instinctivement, se tournant vers l'entrée de l'atelier. La Ferrari Roma qui entra était d'un rouge si intense qu'il semblait liquide, comme du sang frais sous le soleil. C'était une voiture magnifique, des lignes élégantes qui fusionnaient tradition et modernité, le symbole parfait du luxe européen. Mais le son qu'elle produisait était un cri de douleur mécanique, une plainte qui faisait mal à qui savait écouter. Au volant se trouvait une femme que Marc n'avait jamais vue auparavant. Des cheveux blonds rassemblés en une queue de cheval, des yeux bleus qui brillaient de larmes retenues, un tailleur noir qui criait argent et pouvoir. Elle était belle d'une manière presque intimidante, le type de beauté qui appartient aux couvertures de magazines et au salon de la haute société. Guillaume se précipita vers la voiture avec un sourire onctueux que Marc ne connaissait que trop bien. C'était le sourire qu'il réservait aux clients riches, celui qui promettait tout et ne garantissait rien. La femme descendit de la voiture avec des mouvements nerveux, les mains tremblantes, tandis qu'elle montrait le capot et essayait d'expliquer le problème. Marc entendit des bribes de la conversation, tandis qu'il se dirigeait vers la sortie. La femme parlait d'un bruit étrange, de vibrations anormales, de mécaniciens qui avaient déjà essayé sans succès. Guillaume hochait la tête avec un air compétent, et me promettant que ses meilleurs hommes résoudraient tout en quelques jours. Ce fut alors qu'un des jeunes mécaniciens, un garçon nommé Lucas, que Marc avait essayé de former ces derniers mois, commit l'erreur de dire la vérité. Il montra Marc qui sortait et dit que c'était le seul qui pouvait comprendre ce qui n'allait pas, que personne d'autre dans l'atelier n'avait ses compétences avec les moteurs Ferrari. Le silence qui suivit fut assourdissant. Guillaume foudroya Lucas du regard avec une expression qui promettait des conséquences. La femme se tourna vers Marc, ses yeux l'étudiant avec une intensité qu'il sentit sur sa peau. Et puis, avec un geste que personne n'attendait, elle courut vers lui. Elle s'arrêta à moins d'1 mètre, le souffle court, les larmes coulant enfin sur ses joues parfaitement maquillées. Elle le regarda droit dans les yeux et dit quelque chose que Marc n'oublierait jamais. Elle dit que cette Ferrari était la dernière chose qui lui restait de son père, qu'il était mort 6 mois auparavant en la lui léguant, que depuis personne n'avait réussi à la faire fonctionner correctement. Elle dit qu'elle avait besoin d'aide, qu'elle l'implorait, qu'elle ferait n'importe quoi. Marc regarda le carton qu'il tenait dans ses bras, puis regarda Guillaume, qui observait la scène avec une expression furieuse, puis regarda cette femme désespérée qu'il ne connaissait pas. Et à ce moment-là, il prit une décision qui allait changer le cours de leurs 2 vies. Il posa le carton à terre et dit qu'il allait jeter un coup d'œil au moteur. Marc ouvrit le capot de la Ferrari avec la révérence de celui qui s'apprête à toucher quelque chose de sacré. Le moteur V8 biturbo de 600 chevaux gisait devant lui comme un patient en attente de diagnostic, ses composants luisant sous les néons de l'atelier. Guillaume protesta furieusement, lui rappelant qu'il ne travaillait plus là, qu'il violait la propriété privée, qu'il allait appeler la sécurité.
Mais la femme, Valentine Beaumont, le fit taire avec une froideur qui révélait l'habitude du commandement. C'était sa voiture, et c'était elle qui décidait qui la touchait. Le ton n'admettait pas de réplique. Marc demanda à Valentine de démarrer le moteur et écouta, fermant les yeux pour mieux se concentrer. Les autres mécaniciens observaient en silence, fascinés malgré tout par la maîtrise d'un homme qu'ils étaient en train de perdre. Il travailla pendant 1 heure, démontant des composants avec une précision chirurgicale, suivant le flux du problème, comme un détective suit les traces d'un crime. Ses mains se déplaçaient avec assurance entre câbles et capteurs, cherchant l'anomalie que personne d'autre n'avait trouvée. Puis il trouva quelque chose qui le fit s'arrêter net, caché derrière un panneau que normalement personne n'aurait retiré, un dispositif électronique connecté au calculateur du moteur. Ce n'était pas d'origine Ferrari, ce ne faisait partie d'aucun système de sécurité ou de performance. C'était un sabotage professionnel, installé par quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. Il montra à Valentine ce qu'il avait trouvé, lui expliquant avec calme technique ce que cela signifiait. Le dispositif causait des dysfonctionnements intermittents, impossibles à diagnostiquer, sans démonter complètement le moteur. Il était programmé pour s'activer de manière aléatoire, créant des problèmes qui ressemblaient à des défauts de fabrication. C'était un travail de professionnel, coûteux et sophistiqué. La couleur disparut du visage de Valentine, tandis que la vérité se frayait un chemin dans son esprit. Ils parlèrent en privé dans un parc à proximité, assis sur un banc sous un tilleul qui perdait ses premières feuilles d'automne. Valentine raconta que son père, Robert Beaumont, avait été l'un des promoteurs immobiliers les plus importants de France, un homme qui avait bâti un empire en partant de rien. Il était mort 6 mois auparavant d'une crise cardiaque soudaine, lui laissant tout à elle, sa fille unique. Mais selon le testament, si elle se montrait incapable de gérer l'entreprise la première année, le contrôle passerait à son oncle Serge, le frère cadet de Robert, qui avait toujours vécu dans son ombre. Depuis 6 mois, Valentine subissait une série d'incidents suspects qui prenaient maintenant un sens sinistre. Des documents importants mystérieusement disparus, des réunions cruciales sabotées par de fausses informations, des investisseurs qui se retiraient au dernier moment sans explication. Et maintenant, la Ferrari, la voiture que son père aimait plus que tout au monde. Marc comprit immédiatement les implications. Tu aimes cette histoire, Macquoy? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. Si le dispositif avait causé un accident alors que Valentine conduisait à grande vitesse, cela aurait ressemblé à un tragique défaut mécanique. Personne n'aurait soupçonné quoi que ce soit. Cela aurait été la fin parfaite pour une héritière qui ne savait pas conduire. Valentine lui demanda de l'aide d'une voix tremblante, mais déterminée. Pas seulement pour la voiture, mais pour tout. Elle avait besoin de quelqu'un en qui avoir confiance. Ou quelqu'un qui ne faisait pas partie du monde corrompu dans lequel elle avait grandi. Marc hésita un instant seulement avant d'accepter, mais il posa une condition. Il voulait la vérité, toujours, et quoi qu'il arrive. S'il découvrait qu'elle lui mentait sur quelque chose, il partirait sans se retourner. Valentine accepta sans hésiter, les yeux pleins d'une gratitude qui allait au-delà des mots. Et à ce moment-là, assis sur un banc dans un parc de Nice, tandis que les feuilles tombaient autour d'eux, 2 étrangers scellèrent un pacte qui allait changer le cours de leur vie pour toujours. Marc s'installa dans la propriété de Valentine, à Saint-Jean-Cap-Ferrat, officiellement comme consultant mécanique pour la restauration de la collection de voitures du père. En réalité, il enquêtait sur l'oncle Serge avec la même méthodologie qu'il utilisait pour diagnostiquer les moteurs. Il suivit des pistes financières, parla avec d'anciens employés, découvrit que Serge avait des dettes de jeu de plusieurs millions d'euros auprès de personnes dangereuses. Mais la découverte la plus choquante vint d'un coffre-fort secret derrière un tableau dans le bureau. Marc trouva un dossier où Robert avait tout documenté, les trahisons de son frère, les détournements de fonds. Et dans les dernières pages, écrite à la main peu avant sa mort, une confession dévastatrice. Robert n'était pas mort de cause naturelle. Il avait découvert que Serge planifiait de le faire tuer, et avant de pouvoir agir,
Il avait lui-même été éliminé avec un poison qui simulait la crise cardiaque. Quand Marc montra le dossier à Valentine, elle s'effondra dans ses bras. Son père avait été assassiné par son oncle, et elle avait vécu 6 mois sous le même toit que son assassin sans le savoir. Ils élaborèrent un plan pour piéger Serge. Marc répara la Ferrari en conservant le dispositif comme preuve, puis installa des micros dans les bureaux de l'oncle. Les enregistrements étaient explosifs. Serge qui discutait du sabotage, qui se vantait d'avoir éliminé son frère, qui planifiait comment se débarrasser aussi de sa nièce. Mais vivre sous le même toit, partager dangers et secrets, eut des conséquences imprévues. Un soir, après une journée tendue, ils se retrouvèrent seuls dans le garage. Ce fut Valentine qui fit le premier pas. Elle s'approcha, lui prit la main tachée de graisse et le regarda avec une intensité qui ne laissait place à aucune ambiguïté. Leur premier baiser eut le goût du risque et de la promesse. C'était le début de quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avaient cherché mais dont tous deux avaient désespérément besoin. 1 mois après leur première rencontre à l'atelier, tout était enfin prêt pour le règlement de compte. Ils avaient rassemblé suffisamment de preuves pour faire tomber Serge pour fraude, détournement de fonds et complicité de meurtre. Les enregistrements audio étaient cristallins, les documents financiers irréfutables, les témoignages des complices repentis dévastateurs. Il était temps d'agir. Le plan était simple dans sa conception mais risqué dans son exécution. Valentine convoquerait une réunion extraordinaire du conseil d'administration pour annoncer sa démission, cédant le contrôle de l'entreprise à son oncle. Serge viendrait convaincu d'avoir enfin gagné, la garde baissée, le triomphe à portée de main. Et à ce moment précis, quand il se sentirait invincible, les preuves seraient révélées devant témoins, avocats, et la police que Marc avait secrètement contactée à travers un inspecteur qui avait été ami de son père. Le matin de la réunion, Marc accompagna Valentine dans les bureaux parisiens de Beaumont Immobilier, une tour de verre et d'acier qui dominait le quartier de la Défense. Elle portait un tailleur gris, qui la faisait paraître plus petite et fragile, exactement l'image de femme vaincue qu'elle voulait projeter. Lui resta en retrait dans le hall, apparemment juste le chauffeur qui attendait son employeuse, en réalité prêt à intervenir au premier signal de danger. La salle de réunion au 30e étage était pleine quand Valentine entra avec des pas hésitants étudiés à la perfection. Les membres du conseil d'administration, les avocats d'affaires, les cadres supérieurs, tous la regardaient avec des expressions allant de la curiosité morbide au mépris mal dissimulé. Et au fond de la salle, assis comme un roi sur son trône, avec un sourire de triomphe qu'il ne prenait même pas la peine de cacher, se trouvait Serge Beaumont. Il avait attendu ce moment toute sa vie. Valentine commença à parler d'une voix tremblante, récitant le script qu'ils avaient préparé ensemble pendant des nuits sans sommeil. Elle parla des difficultés insurmontables des derniers mois, de l'impossibilité de continuer à porter un poids si lourd sur ses jeunes épaules, de la décision douloureuse de céder ses parts à l'oncle qui avait toujours soutenu l'entreprise avec dévouement. Chaque mot était un coup de poignard à sa fierté, mais nécessaire pour faire fonctionner le piège. Serge se leva pour accepter ce qu'il croyait être sa victoire définitive. Le sourire qui s'élargissait, tandis qu'il s'avançait vers le centre de la salle d'un pas triomphant. Ce fut alors que les portes s'ouvrirent avec fracas et que la police entra. Une douzaine d'agents en uniforme menés par l'inspecteur que Marc avait contacté. Mais quelque chose tourna terriblement mal. Serge avait un garde du corps personnel que personne n'avait prévu. Un homme massif, aux yeux de tueur qui sortit une arme automatique quand il comprit ce qui se passait. Le chaos explosa dans la salle de réunion. Cris de panique, gens qui se jetaient à terre pour se mettre à l'abri, le son assourdissant des sirènes qui se rapprochaient de l'extérieur. Marc bougea avant même que son esprit puisse enregistrer complètement le danger. Il courut à travers la salle vers Valentine, la poussa derrière la massive table de réunion en acajou, lui faisant un bouclier de son propre corps. Il sentit le coup partir, sentit la brûlure lancinante au bras gauche, mais ne s'arrêta pas. Il continua à protéger la femme qu'il aimait de tout son être.
Le garde du corps fut désarmé quelques secondes plus tard par la police, plaqué au sol par 3 agents simultanément. Serge fut arrêté alors qu'il essayait pathétiquement de fuir par la fenêtre, comme s'il pouvait s'envoler loin de ses crimes. Et Marc resta à terre, serrant son bras blessé d'où le sang coulait sur le sol de marbre, regardant Valentine qui pleurait au-dessus de lui en appelant son nom d'une voix brisée. Les heures qui suivirent furent un tourbillon d'ambulances, d'interrogatoires de police et de caméras de la presse qui s'agglutinaient devant l'immeuble. L'histoire explosa dans tous les médias nationaux et internationaux. L'héritière courageuse qui démasque l'oncle assassin, le mécanicien héros qui risque sa vie par amour, le coup de théâtre digne d'un thriller hollywoodien. Marc fut emmené à l'hôpital, où la blessure au bras, heureusement superficielle malgré tout le sang, fut soignée et bandée. Valentine ne quitta pas son côté une seconde, lui tenant la main pendant que les médecins travaillaient, lui murmurant des mots d'amour que personne d'autre ne pouvait entendre. Serge avoua tout dans les heures qui suivirent son arrestation, s'effondrant complètement sous le poids des preuves accablantes et de la conscience que sa vie était finie. Il fut inculpé de meurtre prémédité de son frère, de tentative de meurtre de sa nièce, de fraude aggravée et d'une douzaine d'autres délits qui garantiraient qu'il ne reverrait jamais la lumière du jour en homme libre. La justice avait enfin été rendue, mais pour Marc et Valentine, la vraie histoire, celle de l'amour né des cendres de la tragédie, ne faisait que commencer. Dans les mois qui suivirent, Valentine prit les rênes de l'entreprise avec une détermination surprenante. Marc retourna à sa vie simple, au moteur qu'il comprenait mieux que les gens. Mais sa vie incluait maintenant Valentine. Les différences entre leurs mondes étaient évidentes. Elle vivait dans des villas, participait à des galas, voyageait en jet privé. Lui vivait dans un petit appartement à Nice, conduisait une vieille Peugeot. Les tabloïds spéculaient combien de temps pouvait durer l'amour entre une milliardaire et un mécanicien. Mais ceux qui disaient ces choses ne les connaissaient pas. Elle aimait qu'il ne soit pas impressionné par son argent, qu'il la traite comme une personne normale. Lui aimait qui elle était sous la surface brillante, sa détermination, sa vulnérabilité cachée. 1 an plus tard, Marc l'emmena au garage où son père avait travaillé pendant 30 ans, maintenant fermé et en vente. Il lui avait parlé tant de fois du rêve de le rouvrir. Valentine sortit une liasse de documents, les titres de propriété. Elle avait acheté le garage pour lui. Marc resta sans voix. Valentine avait compris qui il était vraiment, ce qu'il voulait de la vie. Et au lieu d'essayer de le changer, elle lui donnait les outils pour construire son propre avenir. Dans ce garage poussiéreux, Marc lui demanda de l'épouser. Il n'avait pas de bague, juste son cœur dans ses mains tachées de graisse. Valentine dit oui avant même qu'il ait fini sa phrase. 2 ans plus tard, le garage était devenu l'un des ateliers les plus renommés de France pour la restauration de voitures anciennes. Marc avait embauché les anciens collègues que Guillaume avait maltraités, leur donnant la possibilité de travailler là où la qualité passait avant le profit. Valentine et Marc se marièrent au printemps sur la Côte d'Azur, une cérémonie intime, elle dans une robe simple, lui dans un costume emprunté. Les invités étaient peu nombreux mais vrais, les mécaniciens de l'atelier, quelques dirigeants devenus amis, la mère de Marc qui pleura pendant toute la cérémonie. 1 an plus tard, naquit Robert, nommé ainsi en l'honneur du grand-père. Un petit garçon avec les yeux bleus de sa mère et les grandes mains de son père. La Ferrari Roma rouge avait une place d'honneur dans le garage de la maison. Marc l'avait entièrement restaurée. Les soirs d'été, lui et Valentine la prenaient pour un tour le long des routes de la côte, le vent dans les cheveux, le moteur chantant la chanson de 2 vies qui s'était trouvée de la manière la plus improbable. Quand quelqu'un demandait à Marc le secret de son mariage, il souriait et racontait l'histoire de ce jour à l'atelier. Comment il avait été licencié, comment il sortait quand une Ferrari rouge était entrée et qu'une femme désespérée lui avait demandé de l'aide. Il disait que la vie est comme un moteur. Parfois elle fait des bruits étranges, parfois elle s'arrête sans prévenir. Mais si tu as de la patience, si tu sais écouter, tu peux toujours trouver le problème et le résoudre. Et il disait que l'amour fonctionne de la même façon. Ce n'est pas parfait,
Ce n'est pas facile. Mais si tu as quelqu'un à tes côtés qui est prêt à se salir les mains avec toi, quelqu'un qui ne fuit pas quand les choses deviennent difficiles, tu peux surmonter n'importe quoi. La Ferrari Roma continue de rouler sur les routes de la Côte d'Azur. Son rugissement qui se mêle au rire d'une famille qui n'aurait jamais dû exister, mais qui, par quelques miracles du destin, existe bel et bien, parce que parfois, être licencié est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Si cette histoire t'a fait croire que le véritable amour existe encore, laisse un petit cœur ici-bas pour me le faire savoir. Et si tu veux vraiment soutenir des histoires comme celle-ci, qui parlent de vraies personnes avec de vrais cœurs, dans un monde qui oublie souvent ce qui compte vraiment, tu peux laisser un petit merci du fond du cœur à travers la fonction Super Merci ici-bas. Chaque geste compte, tout comme celui de Marc quand il a décidé de poser ce carton et d'aider une inconnue, parce que tu as choisi de rester jusqu'à la fin, et cela te rend aussi spécial que les protagonistes de cette histoire.